œuf maillot, le podcast Native qui vous met l'eau à la bouche. Bonjour Angèle. Bonjour. Nous sommes aujourd'hui dans votre atelier dans le 14e arrondissement de Paris, qui est le quartier de votre enfance. Vous venez d'ouvrir la 3e adresse parisienne de la Guinguette d'Angèle, la nouvelle cantine de la boutique Bonpoint à Saint-Germain-des-Prés, en plus des brunchs détox de l'Alcazar. Alors, pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, vous avez développé depuis votre plus jeune âge une curiosité pour les aliments. Et à 17 ans, vous êtes parti explorer le monde pour faire l'apprentissage de la culture bio entre San Francisco et l'Australie. Et après un parcours atypique, vous avez créé en 2012 votre service traiteur éthique, où vous prenez une cuisine végane, gaie, savoureuse, festive, avec des produits locaux et sans gluten. Voilà pour la présentation. Quelle a été votre source d'inspiration pour créer la Guinguette d'Angèle ? Alors, j'ai pas vraiment eu de source d'inspiration, enfin, mis à part la nature qui est quand même une source inépuisable, mais les choses se sont faites tout à fait par hasard et j'ai jamais vraiment prévu de créer la Guinguette, mais c'est venu comme ça suite à des stages de détox que je faisais, que j'animais, mes études de naturopathie, et donc au fur et à mesure, les gens m'ont demandé de cuisiner chez eux, et puis ça a grossi, et donc j'ai créé un service de traiteur. On m'a demandé de trouver un nom. J'ai trouvé ça en 1 minute parce que mes 2 grands-mères avaient des guinguettes, mais voilà, c'est venu tout naturellement. Un premier local, un deuxième local. Voilà, exactement. Et puis pareil pour les livres. Okay. Ça a grandi gentiment. Vous dites que bien manger est important, mais que maîtriser la production naturelle de cortisol, l'hormone du stress, en pratiquant une activité sportive, en dormant bien, en essayant de prendre la vie du bon côté, comme par exemple imaginer que la rentrée est un nouveau départ et non une contrainte. Vous pouvez nous expliquer ce qu'est le cortisol et quel est son impact sur l'organisme ? En fait, ma façon de faire la cuisine, c'est un petit peu comme la naturopathie dont je parlais tout à l'heure. C'est une façon holistique, c'est-à-dire que pour moi, la santé, ça passe pas uniquement par l'alimentation, mais aussi par tout ce qu'il y a autour. Donc le sommeil, les liens entre les gens, l'activité sportive, la façon de respirer, tout un tas de choses qui fait notre santé. Et donc le cortisol, entre autres, c'est l'hormone du stress qu'on doit apprendre à réguler. Et l'alimentation peut jouer bien sûr, mais aussi et surtout la respiration et le calme. À quand les cours de yoga ? Ah bah déjà. La Haute Autorité de Santé doit statuer ces prochaines années sur le déremboursement de l'homéopathie, qui représente moins d'1% du budget global de la sécurité sociale. Et en tant que naturopathe, que pensez-vous de ce débat actuel ? Ça m'attriste beaucoup. En effet, d'après l'OMS, l'homéopathie n'est pas reconnue scientifiquement et personne n'a réussi à démontrer scientifiquement, parce que tout simplement, il n'y a pas d'études aussi qui sont financées, parce que ça coûte rien. Donc il y a très peu de preuves. On a déjà enlevé les cellules d'apprentissage de l'homéopathie dans les études de médecine. Et là, on veut maintenant arrêter le remboursement. Je trouve ça dommage parce que, en fait, il se passe quelque chose avec l'homéopathie, même si on n'y croit pas du tout, que c'est tellement dilué qu'il reste une infime partie de l'agent, etc. Ça marche. Et ça marche même chez des nourrissons qui comprennent pas le placebo. Donc, d'après moi, tant mieux. À partir du moment où ça marche et qu'on n'abîme pas le foie avec des molécules chimiques, etc., on devrait continuer à le rembourser puisque ces petites boules de sucre dans lesquelles il n'y a rien dedans, soi-disant, ça fonctionne. Donc il y a au moins 30% des maladies, surtout des enfants, qui pourraient se soigner avec ça. Donc ça coûte pas cher, ça fait pas de mal et ça fonctionne. Donc je trouve ça très dommage. Notre précédent invité, François Pasteau, chef de l'Épi du Pain, fervent militant du bien manger, estime qu'un gros mangeur de viande fait bien pire pour la planète qu'un végétarien en 4x4. Qu'en pensez-vous ? Je suis bien d'accord qu'il y a une certaine ironie. En fait, le retour au bon sens, pour moi, c'est la seule règle qu'on devrait appliquer. C'est comme dans tout, dans l'alimentation, dans la religion, dans la politique, les extrêmes sont négatifs d'après moi. Donc, en effet, quand aujourd'hui on voit qu'il y a des saucisses véganes faites avec des tas d'arômes et des protéines de soja qui détruisent la forêt amazonienne, etc. Mais je me dis qu'il vaut mieux retourner au bon sens. Et je suis bien d'accord que l'écologie, c'est pas uniquement dans l'assiette, c'est tous les jours, c'est chaque petit geste. C'est quand on achète un vêtement, quand on jette quelque chose à la poubelle, quand on décide de se déplacer, c'est partout. Donc le retour au bon sens, c'est pour moi primordial. Oui, comme éviter le gâchis alimentaire et avoir des tas d'astuces pour essayer de conserver. Exactement.
Et je pense que, je suis quand même persuadée que consommer de la viande bovine et porcine, ça reste un désastre pour l'écologie mondiale, mais évidemment, conduire en Hummer, etc., c'est pas plus intelligent. Et puis consommer des produits qui viennent de loin aussi. C'est un peu absurde. Alors, on vous surnomme la chef du moment avec une couronne de fleurs en guise de toque. Et vous avez entrepris un cursus de gastronomie végane en Californie. Vous l'avez achevé ? C'est un cursus de 3 paliers, j'en suis au 2e. On peut les séparer, donc je pourrais reprendre l'année prochaine ou en fin de cette année. Mais c'est passionnant. Et on a la chance aussi de pouvoir choisir le lieu où on le fait. Donc le premier, je l'ai fait en Californie. Le 2e, je le fais ici. Et puis le 3e, ça pourrait être en Thaïlande, par exemple, ou à Bali. J'hésite. C'est sympa. On sait que le français est attaché à ses valeurs culinaires, mais quelle est l'importance prise par la gastronomie végane à l'international et en particulier aux USA, qui a toujours une longueur d'avance ? Alors, déjà, moi, je ne suis pas chef 100% végane. Je ne suis moi-même pas complètement végane. Quand je sais d'où ça vient et que je connais les producteurs, etc., il m'arrive de consommer des produits d'origine animale, ou animale même. En revanche, je pense qu'il y a un nouvel alphabet qui se crée avec le véganisme qui est passionnant, parce qu'en fait, on réapprend tout. On a toujours utilisé en pâtisserie des œufs, de la farine et du beurre et du sucre, parce que on sait que les œufs vont permettre de lier, que la farine, etc. Tout a un sens. Et là, on réapprend tout avec le véganisme, avec le crudivorisme, avec toutes ces nouvelles tendances qui devraient pour moi être prises à la légère avec un peu d'humour, pas comme des modes de vie trop rigoureux. Mais c'est passionnant d'apprendre et c'est ce qui m'intéresse. C'est pour ça que je poursuis ce nouveau cursus. C'est parce que c'est passionnant de voir qu'on peut reproduire avec des noix de cajou, de la levure de bière, du citron et de l'ail, une tranche de fromage qui s'apparente au parmesan, qu'on peut faire de la mozzarella végétale, qu'on peut trouver vraiment des alternatives. Donc c'est évidemment intéressant pour les personnes qui ont une conscience de la souffrance animale très, très poussée, mais aussi pour les allergiques et les intolérants qui ont été souvent oubliés dans la gastronomie. Et justement, que pensez-vous de la gastronomie française actuellement ? Alors, je me permettrai pas de la critiquer parce que c'est notre patrimoine et que c'est beau. Et je pense qu'il faut qu'elle perdure et il faut pas du tout qu'elle soit remplacée par une autre façon de faire. Je pense que toutes ces nouvelles tendances peuvent s'additionner. Ça peut être une hygiène de vie quotidienne, mais manger un bon plat traditionnel français, c'est aussi notre culture. Et je pense que c'est important de préserver aussi ce terroir, cet artisanat et puis ces talents, parce que il y a des gens qui font certaines choses magnifiques qu'on ne devrait pas. Et vous pensez qu'on peut mixer la gastronomie végane et la gastronomie française telle qu'elle existe actuellement ? Telle qu'elle existe actuellement, elle n'est pas du tout végane, ni spécialement saine, à part en Bretagne, bizarrement. Mais où les galettes de sarrasin, certains leurs pot-au-feu, etc., sont beaucoup plus digestes qu'ailleurs. Pour revenir, pardon, je m'égare. Je pense que c'est compatible pour des gens qui ont l'ouverture d'esprit d'avoir une hygiène de vie locavore, plutôt saine, avec beaucoup de crus et des produits relativement simples, peu travaillés au quotidien, mais qu'une fois de temps en temps, comme je disais, de façon un peu exceptionnelle, manger un bon plat français traditionnel. Je pense que c'est compatible dans ce sens-là, mais tout le monde doit être satisfait, il faut tout. C'est de manger moins, mais mieux, en fait, de meilleure qualité. Voilà. D'après moi, c'est encore une fois, le secret est là, dans la conscience, quoi. Quand on met de la conscience dans ce qu'on mange, on en met partout, en fait. Alors justement, très tôt, vous avez pris conscience de l'importance de l'alimentation sur la santé. Beaucoup pensent que le gluten free est une mode pour bobos, entre guillemets. Pouvez-vous nous parler du fameux gluten et de son impact aujourd'hui et quelque part de l'évolution de du gluten entre les années 50 et aujourd'hui, qui finalement a été transformé peut-être de manière industrielle et... Voilà, je pense que est devenu plus mauvais. Voilà, ce dont on vient de parler, le fait de consommer mieux mais moins, pour moi le gluten c'est un très bon exemple. Parce que le gluten, ça a toujours existé dans le blé. C'est une petite protéine. Le mot vient du latin glu, qui veut dire colle, qui a été repris en anglais. Et donc, c'est une petite colle qui n'est pas problématique quand on n'est pas intolérant et qu'on en consomme de façon saine, j'allais dire, c'est-à-dire dans
dans les anciennes variétés de blé, dans le petit épeautre, le kamut, l'avoine, etc., ça ne devrait pas poser de problème pour quelqu'un en bonne santé. Le problème, c'est que dans les années 50, la Fondation Rockefeller et l'État du Mexique ont essayé de créer un nouveau grain qui soit super résistant aux intempéries, aux insectes, plus productif, en moins d'espace, toute l'année, qu'on puisse le récolter de façon très très aseptisée. Donc l'idée était bonne, le principe c'était de pallier la faim dans le monde. Et ils ont modifié énormément le blé, le soja et le maïs. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas eu vraiment de test sur la digestibilité qui a été fait. Et donc aujourd'hui, ce blé qui a été modifié, qui en est fait un super blé, très très gros, extrêmement résistant, etc., contient énormément de gluten, beaucoup plus que les variétés anciennes. Et donc, on a beaucoup plus de colle dans notre système digestif qui fonctionne comme un petit tamis, comme une sorte de passoire à nutriments dans le sang. Là, dans notre petit tamis digestif, vient se mettre ces colles-là. Donc il y a plusieurs problèmes. On peut avoir, pour les gens normaux, un peu de fatigue, des coups de barre après les repas, etc. Mais aussi, ça peut aller un peu plus loin et les parois de notre système digestif peuvent s'écarter. Et donc, pour essayer de laisser passer les nutriments, parce que les cols les en empêchent. Et donc, on peut se retrouver à avoir en circulation dans son sang des tas de nutriments qui n'ont rien à faire là, qui n'ont pas été bien filtrés. Il y a un livre très intéressant que je vous conseille du docteur Davis qui s'appelle « Pourquoi le blé nuit-il à notre santé ?» Et donc il parle vraiment des études scientifiques qui ont été faites parce que lui il est cardiologue et il s'est rendu compte qu'en fait il y avait un impact avec la consommation du blé, que les problèmes cardiaques pouvaient être liés à l'alimentation, mais aussi des problèmes oculaires, respiratoires et tout plein de choses, parce que dès lors que des nutriments sont en circulation dans notre corps, ça peut aller encrasser tout plein de choses. Donc, pour finir, moi je fais une cuisine complètement sans gluten, parce que c'est plus simple pour les personnes qui sont allergiques ou intolérants, ils savent qu'il n'y en a pas. Mais moi, personnellement, j'en consomme un peu, mais de qualité, encore une fois. Donc, par exemple, des pains de petit épeautre. On a la chance d'avoir en France aujourd'hui des agriculteurs qui produisent, qui refont vivre ces variétés anciennes, qui vont un peu à l'encontre de ce qui se fait, parce que c'est plus compliqué pour eux, évidemment. C'est pas les mêmes épices, c'est pas le même rendement, etc. Mais ils se battent et ça vaut vraiment le coup d'essayer au moins, parce que déjà le goût n'a rien à voir. Il y a vraiment du goût, et puis des goûts différents entre toutes ces variétés de blé, mais aussi une consistance et puis une histoire. Je trouve ça important de soutenir ces gens-là aussi. Donc je comprends qu'on dise que ce soit une mode, et je trouve pas ça péjoratif, parce que quand une mode est bénéfique pour la santé et pour l'environnement, alors je veux bien que ce soit une mode, ça me va. C'est beaucoup plus sain, la mode aujourd'hui, du manger sans gluten, faire du jogging et faire du yoga, qu'il y a 20 ans, 25 ans, où c'était beaucoup plus cool d'aller dans des fast-foods et de sortir toute la nuit en prenant de la drogue. Donc je pense que les modes sont ce qu'elles sont, mais si elles sont bénéfiques à l'environnement, à notre santé, pourvu que ça dure. Ouais, je reviens sur justement ces paysans, ces semenciers qui travaillent sur des blés anciens qui ne font pas partie du catalogue officiel. Exactement. C'est ça aussi. Ça. Donc c'est des rebelles. Oui. Ils n'ont pas le droit. D'ailleurs, vous dites qu'en tant que cuisinière et naturopathe, je suis particulièrement sensible au mouvement des femmes semencières, créé par Pierre Rabhi en 2011. Vous faites partie du mouvement ? Je les côtoie énormément. Malheureusement, je n'ai pas assez le temps de m'investir comme j'aimerais. Mais il y a dans le jardin ici quelques graines qui sont plantées et que je continue à faire vivre en ce nom-là. Mm-hmm. Mais j'aime beaucoup ce principe. Donc ça me semble un peu discriminant que ce soit les femmes, etc. Parce qu'évidemment, c'est ouvert à tout le monde. Mais c'est juste que traditionnellement, surtout dans l'Amérique du Sud, c'était les femmes dans les tribus qui préservaient le grain, les semences, qui s'assuraient qu'il y ait toujours une base, qu'on ne consomme pas tout, que ce soit pas. Et donc j'aime bien cette image de gardienne, et Claire Colson en est une fervente défenseuse. Et donc je trouve ça très chouette, et puis il y a quelque chose de la transmission de femme en femme qui est assez C'est quoi leurs actions ?
elles préservent des graines qui sont donc pas dans les catalogues. Elles font en sorte de les récolter, de les trouver, de les faire vivre, de les répertorier, qu'elles ne disparaissent pas. Elles vendent ? Je ne pense pas. Pour les achats, moi je me tourne vers Cocopelli par exemple. Je ne sais pas si vous savez si elles vendent ou pas. En fait, c'est interdit. Oui, voilà. En quelque sorte, aujourd'hui, si on s'en réfère à la législation, c'est interdit de vendre. En revanche, c'est même interdit de trier son grain. Donc ce qu'elles font est complètement... En revanche, il est permis de l'échanger. Voilà. Donc il y a régulièrement, je sais, du troc, pas des festivals, mais des journées organisées de semences paysannes, probablement, je ne sais pas si elles en font partie. Et il y a effectivement Cocopelli, mais eux-mêmes sont super controversés par... ils ont beaucoup d'ennuis, mais en fait, voilà, ça reste encore une fois des échanges et du troc. Mais je crois que le mouvement s'étend et grandit. J'espère, en tout cas, c'est bien que vous en parliez. Parce qu'il faut que les gens soient un peu au courant que ce qu'ils consomment fait partie d'un catalogue régi par des grosses sociétés qui ont évidemment comme intérêt l'argent. Et qu'en fait, certaines choses toutes naturelles, comme qui a toujours été fait dans le monde depuis des milliers d'années partout, comme choisir ses meilleures graines et puis les replanter l'année d'après, c'est devenu interdit. On doit acheter maintenant. Donc c'est un peu absurde. Donc c'est bien d'en parler. Ouais. Et à ce propos, donc en matière de sourcing, quel est votre réseau d'approvisionnement et où est-ce que vous trouvez vos légumes et vos matières premières en région parisienne ? Alors principalement en région parisienne. On ne peut pas toujours faire 100% du locavore, surtout avec les quantités qu'on fait. J'ai un ami qui s'appelle Séverin Muet qui a monté en banlieue parisienne c'est assez chouette parce qu'il fait tout à vélo, etc. Un grand champ dans lequel il est en train de cultiver des produits qui viennent d'ailleurs, mais chez nous, en France, en Île-de-France. Donc par exemple des shiitakes, du shiso, ce genre de choses sans serre, en utilisant la permaculture. Donc chaque plante s'aide entre elles et puis certaines vont apporter de l'ombre, d'autres de la chaleur, d'autres vont retenir l'eau. Enfin, c'est assez passionnant comment ça fonctionne. Et donc avec lui, j'ai évidemment certains produits, mais il y a aussi tout plein d'autres choses. Et puis Rungis aussi a un réseau bio maintenant qui nous facilite beaucoup la vie en tant que restaurateur. Ouais, ça c'est formidable parce qu'en fait, finalement aujourd'hui c'est beaucoup moins difficile de développer une cuisine bio qu'autrefois. C'est ce que nous disaient les fondateurs de Pâtis Bio. Ouais. Ils disaient qu'il y a 35 ans, il fallait se battre pour trouver de la farine bio, enfin toutes sortes de farines, sans parler de celle qui est plus intéressante en termes de nutriments sur des blés anciens. Ouais. Donc essentiellement sur les produits de saison aussi en région parisienne et puis pour le reste... Voilà. D'accord. Et pour le reste, oui, par des réseaux bio. Il y a aussi un couple que j'aime beaucoup qui ont créé un réseau principalement pour les chefs parce qu'ils n'ont pas de lieu à proprement parler, ils se déplacent. Il s'appelle Luca pour tous ceux qui sèment. Sème comme semer. Et c'est génial parce qu'ils font le tour de la France et ils nous apportent des petites cagettes avec des fleurs de partout, sauvages, des betteraves qui ont poussé dans le sable en Bretagne, enfin tout plein de choses et c'est génial qu'il y ait des gens aussi passionnés qui puissent faire le travail que les chefs n'ont pas souvent le temps de faire, d'aller sourcer. Et eux, ils ont vraiment un lien très fort avec les producteurs et avec les chefs. Donc je les aime bien. Ils font du sourcing complètement bio. Et puis ils vont eux-mêmes apporter, etc. Sans aucun... ça passe pas par des frigos, quoi. C'est toujours très très frais. Que nous conseillez-vous en ce moment ? Est-ce qu'il y a une saisonnalité pour les super aliments ? Alors les super aliments, les superfoods, c'est donc une appellation pour des aliments, des produits bruts, des fruits, des légumes, des racines, des herbes, des feuilles, qui ont plus de bienfaits. Donc par exemple, qui contiennent plus de protéines que les autres, plus d'oméga, plus de certaines vitamines, etc. Donc c'est pour ça qu'on dit que c'est des super aliments. On les appelle aussi, c'est moins joli, les alicaments. Et donc, évidemment, il y en a des extraordinaires qui viennent de partout dans le monde, comme l'açaï du Brésil. Enfin, il y en a plein. Mais en fait, on en a, nous, en France aussi. Déjà, il y a énormément de spiruline française maintenant. Donc, je conseille à la rentrée de faire une bonne cure de spiruline française.
Il y a aussi de la chlorelle et de la chlorella. La clamate, ça reste américain encore. Mais en fait, on a des super aliments tout simples qui sont pas du tout glamour, dont on n'entend pas trop parler dans les magazines, etc. Mais les baies, toutes les baies qu'on a chez nous, les mûres, même les fraises, les framboises, toutes les petites baies rouges qui contiennent énormément d'antioxydants, sont très intéressantes. L'ail, c'est exceptionnel, c'est vraiment bon pour la santé. La sauge qu'on peut avoir, ça peut pousser très très facilement, même en appartement. On devrait toujours avoir une feuille de sauge. D'ailleurs, on disait que celui qui a la sauge dans son jardin n'est jamais malade. C'est une sorte de médecin permanent. Il faut faire attention si on est enceinte ou ce genre de choses parce que c'est un peu oestrogénéisant. Mais voilà, en fait, on a tout plein de super aliments. Le thym, le romarin. Quand en hiver, on cherche des anti-infectieux naturels, c'est extraordinaire. On n'a pas besoin d'aller trop loin. D'accord, c'est moins exotique. Oui, voilà. C'est moins joli de dire manger du chou-fleur, et de l'ail et de l'oignon, mais en fait, c'est tout aussi bien. Et alors, qu'est-ce que vous nous conseillez pour la rentrée ? Pour la rentrée, je dirais une bonne petite cure de spiruline, râper un peu d'ail et de curcuma, pourquoi pas, parce qu'on en trouve aussi en France maintenant, dans ces sauces de salade. Ça fait du bien. Vous êtes adepte de la monodiète ? Est-ce qu'il y a un moment plus propice pour la pratiquer ? À quelle fréquence ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment ça se pratique ? Alors, moi j'aime beaucoup les monodiètes, les cures de jus, et puis pour les plus avertis, le jeûne. J'essaie de jeûner 1 fois par an, au moins. Le mieux, c'est de le faire au changement de saison. Le printemps, c'est l'idéal, parce que tout monte, les sèves, etc. Et nous aussi, c'est là où on a un regain d'énergie dont on peut vraiment profiter pour se nettoyer. Et puis je conseille on peut en faire vraiment avec les produits de saison pour le coup. On entend beaucoup parler de la cure de la monodiète de raisin, qui est excellente pour les poumons, et de riz, qui est très bonne, qui est extrêmement utilisée en cuisine taoïste, en macrobiotique, mais aussi parce qu'elle est bonne pour absorber la cellulite, par exemple. Mais en fait, à partir du moment où on décide de faire une cure, on regarde l'ingrédient qui est au summum de sa vitalité, et c'est excellent. Même une cure de pommes de terre, c'est très très alcalinisant. Une cure de pêche, une cure de cerise. Donc, manger un seul aliment toute la journée, pendant quelques jours, ou une seule journée. Ça permet de mettre au repos son système digestif, en fait. D'éviter les mélanges, donc c'est moins compliqué. Donc le système digestif se met peu ou pas en route. Dans le principe des cures de jus, il se met même pas en route. Les nutriments passent directement dans le sang. Et donc, en fait, cette énergie qu'on passe à digérer, parce qu'on passe en moyenne 8 heures par jour à digérer. Donc, c'est énorme. Et puis, surtout, si on mange de la viande, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie qui est dans la digestion et qui n'est donc pas ailleurs. Et quand on le met au repos, on retrouve déjà plus de vitalité, pour physiquement, mentalement, et aussi, on laisse plus de temps à notre corps pour se nettoyer. Et on le voit assez rapidement que notre peau, même notre vision, notre odorat, tous nos sens sont en alerte. C'est nous en mieux. Vous aviez un projet d'émission documentaire pour France 5, dans laquelle vous alliez explorer le lien entre l'alimentation et la longévité, en parcourant le monde. Est-ce que c'est toujours d'actualité ? C'est toujours d'actualité. Là, j'ai fait une petite pause pour mon petit bébé. Oui. Mais on a déjà tourné une émission en Équateur et puis une autre en Sardaigne. Et là, on part en octobre en Crète et ensuite au Japon et puis au Costa Rica. Donc c'est complètement en route. Et en fait, le principe de cette émission, c'est d'aller dans ce qu'on appelle les zones bleues, les blue zones. Il y a certains endroits dans le monde, en fait, qu'un médecin sarde a répertorié avec un stylo bleu. C'est pour ça qu'on les appelle les zones bleues. Où, étonnamment, les gens vivent particulièrement longtemps. Et ce qui est le cas en Grèce. Ce qui est le cas dans tous ces endroits, voilà. Et donc, des lieux extrêmement concentrés et où les gens ont une espérance de vie extrêmement longue. Donc, on va voir évidemment le vrai du faux, parce que parfois les registres des mairies sont pas à jour, donc c'est facile de dire qu'on a 150 ans quand on n'a pas de date de naissance, par exemple. Mais aussi tous les impacts, évidemment l'alimentation, le lieu, est-ce que le climat, c'est pollué, le climat, l'activité sportive des gens, leurs liens sociaux, leur spiritualité, en fait, tout ça joue sur la longévité. Évidemment, la génétique. Et elles seront diffusées quand, les émissions ? À Noël, normalement, ça devrait commencer. D'accord, ça va s'appeler ?
On ne sait pas encore. D'accord. Peut-être aux racines de la longévité. Vous avez un bon plan, une adresse à nous dévoiler? J'aurais dû réfléchir avant, puisque j'en ai tout plein. Les bons plans, je dirais que c'est la rue Daguerre le dimanche, où il y a Françoise et sa sœur qui ont leur petit chapeau et depuis 30 ans qui viennent chanter avec leur rock de barbarie des vieilles chansons françaises. Donc ça, pour moi, c'est le vrai bonheur. Pour faire les courses, je trouve que Terroir d'Avenir, rue du Nil, c'est quand même vraiment sympa, parce que les produits sont exceptionnels et en fait, ça permet aux gens qui ne sont pas des grands chefs d'avoir la chance de pouvoir acheter ces produits un peu d'exception. Donc ça, j'aime beaucoup. Et une bonne boulangerie, bien que vous mangez pas tellement de gluten. Je parlerai de Chambellan, qui est une boulangerie sans gluten, absolument délicieuse. Et en plus, ils utilisent du riz camarguais, entre autres, donc c'est aussi peu polluant. Sinon, si jamais on veut manger du gluten très bon, les pains au chocolat de chez Blé Sucré, exceptionnel. C'est dans quel arrondissement? C'est dans le 11e. D'accord. Juste dans le 12e, pardon, au Square Trousseau. D'ailleurs, le restaurant, le Square Trousseau, est aussi très très agréable. Toujours un service génial et une ambiance très sympathique. C'est vrai. Ok, mais merci pour tous ces conseils pour terminer. Merci beaucoup à vous deux de vous être déplacés. Je suis ravie de vous avoir rencontré, d'être ici, de voir Moi aussi, je suis vraiment ravie de vous avoir rencontré, puis vos questions étaient très pertinentes.